Ma fiancée m'a accusé à tort d'infidélité. Quand la vérité est sortie, c'est sa propre famille qui l'a renié. Je suis un homme de 29 ans. Le soir où ma fiancée m'a détruit devant les deux familles, je me suis pris ma propre vie en pleine figure. Nous étions au restaurant, longue table réservée pour parler du mariage, les alliances déjà choisies, les dates presque fixées. Sa mère surveillait le moindre détail de la soirée, mon père parlait budget avec son père, tout le monde se comportait comme si l'avenir était déjà écrit. La seule chose que je n'avais pas prévue, c'est d'être désigné comme le menteur officiel devant tout le monde, à partir d'une histoire inventée. Ma fiancée, Emma, s'est levée pendant que le serveur posait les plats. Elle avait la mâchoire serrée, les yeux rouges, le corps tendu comme si elle retenait depuis trop longtemps quelque chose qui brûlait. Elle a annoncé qu'elle ne pouvait pas épouser un homme infidèle, qu'elle refusait d'entrer dans un mariage construit sur la trahison, et qu'elle venait d'apprendre que je la trompais avec une collègue. Elle a sorti son téléphone, a posé l'écran au milieu de la table. Des captures défilaient avec mon prénom, ma photo de profil, des messages d'une vulgarité froide envoyés à une femme de mon bureau, Julie. Tout était construit pour que je passe pour un lâche. Les regards ont pesé sur moi comme un jugement rapide. Son père me fixait comme si j'étais un intrus qui venait de saccager sa propriété. Ma mère me regardait en cherchant un signe sur mon visage, un aveu, une faille. Son frère serrait les dents, prêt à me sauter dessus au moindre geste. La honte m'a frappé plus vite que la colère. J'avais l'impression d'être nu au milieu de la salle, attaché à un dossier que je ne reconnaissais pas. Les messages parlaient de rendez-vous dans un hôtel après le travail, de mensonges répétés, de mépris pour ma propre fiancée. C'était tout ce que je détestais, et c'était associé à mon nom. J'ai essayé d'expliquer que je ne connaissais pas ce numéro, que je n'avais jamais écrit ces phrases, que quelque chose ne collait pas. Personne ne voulait entendre ça. Emma disait que quelqu'un ne pouvait pas inventer autant de détails, que les messages reprenaient nos disputes récentes, notre rythme de travail, même le nom de son restaurant préféré. Sa mère affirmait que mon déni prouvait seulement que j'étais lâche jusqu'au bout, qu'un homme digne assumerait au moins sa faute. Mon propre père gardait le silence, ce qui me faisait encore plus mal que si lui aussi m'avait attaqué. Le doute flottait partout, sauf chez ceux qui avaient envie que cette histoire soit vraie. Je savais d'où venait une partie des détails. Emma avait accès à mon téléphone depuis le début de notre relation, elle lisait parfois nos discussions de couple, nos plaintes, mes messages à mon frère. Je l'avais déjà laissé fouiller pour la rassurer, au moment où sa jalousie commençait à tout polluer. Elle avait déjà surveillé mes échanges avec Julie, seulement parce que nous rions trop souvent ensemble au bureau. J'avais mis de la distance professionnelle pour calmer la situation. Je m'étais plié aux exigences, je m'étais coupé de tout ce qui pouvait déclencher une crise, mais rien n'était suffisant. Le soir du restaurant, tout ce passé s'est retourné contre moi. Le repas a tourné à la séance de condamnation. Son père a parlé d'honneur, a déclaré que sa fille ne serait pas liée à un homme comme moi, a annoncé que les fiançailles étaient terminées, que la famille ne cautionnait plus notre relation. Sa mère a validé chaque phrase en ajoutant des remarques sur mon immaturité, mon manque de sérieux, mon incapacité à protéger leur fille. Emma pleurait devant tout le monde, en répétant qu'elle avait eu la naïveté de croire en moi, qu'elle s'était trompée sur mon compte. Mon nom est devenu synonyme de trahison en quelques minutes. Je me suis retrouvé à sortir du restaurant, seul, en laissant derrière moi une table entière en train de réécrire notre histoire à ma place. Ma propre famille restait sur place pour tenter de calmer les choses, mais je savais déjà que la version qui allait circuler dans les conversations ne serait pas la mienne. Sur le trottoir, je ressentais un mélange de rage et de fatigue. Je n'avais rien fait, mais j'étais traité comme celui qui avait tout détruit. Les jours suivants ont ajouté une couche de saleté. Emma a publié un texte vague sur les réseaux, parlant d'une trahison de la part de l'homme qu'elle allait épouser, d'une découverte violente, de mensonges accumulés. Elle n'a pas donné mon nom, mais tout le monde savait. Les amis communs ont pris position. Certains l'ont soutenu automatiquement, en lui envoyant des messages de compassion en public. D'autres m'ont écrit en privé pour me demander si c'était vrai. Je devais répéter sans arrêt que je n'avais pas trompé, que les preuves étaient fausses, que quelqu'un avait fabriqué tout ça. À chaque fois, je voyais le doute dans leurs réponses. Quand une histoire tape aussi fort, la vérité n'a aucune valeur. Au travail, la rumeur a commencé à circuler plus vite que n'importe quel mail. Julie, ma collègue, se retrouvait elle aussi au centre. Son compagnon avait vu les captures que quelqu'un lui avait envoyées. Leur couple éclatait en parallèle du mien. Dans l'open space, les regards se faisaient lourds. Les gens chuchotaient. Certains se régalaient de ce chaos.
Mon responsable a fini par me convoquer pour me rappeler les règles de conduite en entreprise, alors qu'il n'avait aucune preuve réelle contre moi. Il expliquait qu'une relation avec une collègue n'était pas interdite, mais que les rumeurs nuisaient déjà à la réputation du service. Je me faisais écraser par un mensonge qui prenait la forme d'un fait. Je suis retourné une dernière fois dans l'appartement que je partageais avec Emma pour récupérer mes affaires. L'atmosphère était glacée. Ses objets étaient intacts, les miens déjà mis de côté. Sa mère avait clairement orchestré le rangement. Emma était absente. Elle avait choisi de ne pas me voir, ou on lui avait conseillé de m'éviter. Je me promenais dans notre ancien salon en regardant les photos d'anciens voyages, les souvenirs de projets, les post-it avec des idées de déco pour notre futur logement. Tout avait l'air ridicule maintenant. Je vidais un placard pendant que sur les réseaux, j'étais réduit à un pseudo-agresseur sentimental. Ma propre famille ne me soutenait pas complètement. Ma mère voulait me croire, mais me demandait quand même s'il n'y avait pas eu un geste, un flirt, quelque chose qui avait pu être mal interprété. Mon père restait silencieux, comme s'il évaluait ce que cette histoire allait coûter socialement. Ma sœur me défendait ouvertement, mais elle se mettait à dos des proches qui avaient déjà choisi leur camp. J'avais l'impression d'être le centre d'un scandale que je n'avais pas créé, mais que tout le monde utilisait pour régler ses frustrations. Une nuit, j'ai craqué. Je me suis assis devant mon ordinateur avec toutes les captures envoyées par Emma. J'ai commencé à les analyser comme si c'était un dossier de travail. Les formulations ressemblaient à mon style, mais il y avait des détails qui me dérangeaient. Quelques fautes que je ne faisais pas, des tournures que j'évitais toujours, une façon de parler de Julie que je n'aurais jamais utilisée. Il y avait des précisions sur des horaires, des détails sur des réunions, sur des appels vidéo avec Emma, sur des remarques que j'avais faites en privé. Tout tournait autour de notre couple, comme si la personne qui écrivait connaissait notre vie de l'intérieur. Je me suis rappelé que depuis des mois, Emma avait accès à mon téléphone, à mon ordinateur, à certains de mes mots de passe. Elle utilisait parfois mon ordinateur pour imprimer des documents, pour consulter ses propres mails, pour réserver des choses. Sa sœur Léa traînait souvent chez nous, fouillait les pièces avec curiosité, commentait tout. Leur famille entière fonctionnait sur la surveillance silencieuse. Je savais qu'il y avait un terrain fertile pour fabriquer quelque chose à partir de nos données. J'ai contacté Julie en dehors du travail. Elle était aussi détruite que moi. Son couple était en train de se briser sur les mêmes captures. Elle m'a expliqué que le fameux numéro inconnu lui avait écrit pendant plusieurs semaines en se faisant passer pour moi, qu'elle avait répondu froidement au début, puis qu'elle avait cessé de répondre quand le ton était devenu trop insistant. Elle avait gardé ses messages parce qu'elle trouvait tout ça étrange et malsain, mais elle n'avait rien signalé pour ne pas créer de drame. Maintenant, elle se retrouvait prise au milieu d'une guerre qui ne la concernait pas. Son compagnon la regardait comme si elle avait caché une double vie. Nous avons décidé de rassembler toutes les informations. Les heures d'envoi, les jours, les formats des captures, les noms des fichiers. Julie a remarqué que certaines captures n'étaient pas exactement celles qu'elle avait reçues. Des phrases avaient été ajoutées, des éléments modifiés. Les captures utilisées par Emma n'étaient pas simples copies. Elles avaient été retravaillées. Il y avait des incohérences minuscules. Les heures ne correspondaient pas à la position réelle de Julie à certains moments, les messages faisaient référence à des événements qui avaient eu lieu ailleurs, à des horaires impossibles pour elle. Tout cela formait un puzzle tordu. Je me suis senti basculer dans un autre rôle. Je n'étais plus seulement l'accusé. J'étais celui qui commençait à voir le montage. Je savais qu'il fallait trouver qui avait créé ce numéro, qui avait fait ces captures, qui avait eu intérêt à tout briser juste avant le mariage. Tout pointait vers un cercle très restreint, quelqu'un qui voulait notre séparation et qui connaissait assez de choses sur nous pour rendre la fausse histoire crédible. Emma, sa sœur, sa mère, peut-être un membre de sa famille plus lointain. Tous avaient des raisons de vouloir garder le contrôle sur sa vie. Au départ, je voulais juste laver mon nom. Je ne cherchais pas à me venger. Je voulais pouvoir me regarder dans le miroir sans voir le visage que tout le monde venait de détester. J'ai commencé par le plus simple, le numéro utilisé pour piéger Julie. Elle a demandé à son opérateur ce qu'elle pouvait obtenir. Les informations étaient limitées, mais il y avait un point important, le numéro était lié à une carte prépayée achetée dans une petite boutique de notre ville, pas loin du quartier des parents d'Emma. Ce n'était pas une preuve, mais c'était une première direction. Ensuite, nous avons regardé la manière dont les captures avaient été partagées. Emma les avait reçues via un compte anonyme qui lui envoyait les preuves pour l'aider à ouvrir les yeux. C'était ce qu'elle avait raconté à Julie au téléphone, dans un message vocal que Julie m'a fait écouter.
Ce compte anonyme utilisait un nom neutre et un avatar banal. L'adresse mail associée était un mélange de lettres et de chiffres, impossible à relier directement à quelqu'un. Mais le compte avait envoyé une capture à Emma à un moment très particulier, juste après une engueulade entre nous où sa mère avait assisté à une partie de la scène en appel vidéo. Je me suis rendu compte que chaque fois que notre couple traversait une mini-crise, une nouvelle épreuve sortait quelques jours plus tard. C'était comme si quelqu'un attendait le moment de fragilité pour appuyer là où ça faisait le plus mal. Cette personne voyait Emma comme une proie émotionnelle facile. Elle savait qu'Emma ne supportait pas l'idée d'être ridicule. Elle savait qu'un scandale d'infidélité avant le mariage détruirait tout et marquerait tout le monde. Elle savait aussi que la famille d'Emma sauterait sur l'occasion pour se poser en victime courageuse. Julie a fini par déposer une main courante. Elle refusait d'être associée à un adultère imaginaire. Elle voulait que la police note le harcèlement dont elle avait été victime via ce faux numéro. De mon côté, j'ai transmis toutes les captures, toutes les incohérences, tous les détails chronologiques. L'agent qui nous a reçus n'avait pas l'air impressionné par l'histoire sentimentale, mais il a tiqué sur la fabrication de preuves, sur l'usurpation d'identité, sur la diffusion de contenus falsifiés. Pour lui, cela pouvait devenir une affaire pénale, pas juste un drame de couple. Pendant ce temps, ma réputation restait au point mort. La famille d'Emma évitait toute discussion avec moi. Emma m'avait bloqué partout. Je recevais parfois des échos indirects de ce qui se disait chez eux. D'après une amie commune, sa mère répétait que j'essayais maintenant de faire croire à une machination, que je refusais d'assumer mes actes, que je sortais des histoires de piratage pour sauver la face. Chaque effort que je faisais pour trouver la vérité était transformé en preuve de ma mauvaise foi. Un jour, j'ai appris que sa sœur Léa s'était vantée auprès d'une amie d'avoir sauvé Emma en lui ouvrant les yeux. L'amie en question l'a répété à quelqu'un d'autre, et la phrase est arrivée jusqu'à moi. Sauver Emma. Cette expression m'a frappé. Sauver de quoi? D'un mariage avec moi? D'une liberté qu'elle n'aurait plus eue sous le contrôle familial? Léa avait toujours été très proche de sa mère, obsédée par l'idée de ne jamais décevoir. Elle voyait le mariage de sa sœur comme un transfert de pouvoir. Entre leurs mains, Emma était un projet permanent. Avec moi, elle allait devenir une adulte avec sa propre vie. Ce glissement ne plaisait à personne dans cette maison. Plus nous avancions dans les vérifications, plus certains détails pointaient dans la même direction. Le téléphone prépayé avait été acheté avec du liquide à un horaire où Léa était officiellement en cours mais où elle avait en réalité séché, selon des captures de stories anciennes que quelqu'un m'a envoyées. Les heures d'envoi des messages qui se faisaient passer pour moi correspondaient presque toujours au créneau où Léa restait seule à la maison familiale, pendant que ses parents travaillaient et qu'Emma était encore au bureau. Le compte anonyme qui envoyait les captures à Emma avait aimé par erreur une photo ancienne de Léa avant de retirer le like quelques minutes plus tard. Tout était minuscule pris séparément. Ensemble, cela formait un chemin. La police avançait lentement, mais elle avançait. Ils se sont procurés des informations techniques plus précises. Ils ont confirmé que les connexions du fameux compte anonyme venaient quasi toujours de la box internet de la maison des parents d'Emma. Ce n'était plus juste un soupçon. C'était un fait. Quelqu'un, sous leur toit, avait monté tout ce dossier. Restaient les suspects, Léa, leur mère, éventuellement un autre membre de la famille utilisant la même connexion. À ce stade, je n'avais plus de contact direct avec Emma. C'est la police qui a pris l'initiative de la convoquer, ainsi que ses parents et sa sœur. Ils voulaient leur version. Je n'étais pas présent à cet entretien, mais j'ai eu le compte rendu ensuite. Au début, tout le monde faisait bloc. Emma racontait l'histoire du compte anonyme qui lui avait ouvert les yeux, sa mère appuyait en disant qu'elle avait vu sa fille souffrir, son père se posait en protecteur. Léa restait en retrait, silencieuse, jouant le rôle de la cadette choquée. Quand les policiers ont commencé à parler d'adresse IP, de numéros prépayés, d'achats localisés, de connexions répétées depuis la maison, l'ambiance a changé. La mère a tenté de dire que cela ne voulait rien dire, que n'importe qui aurait pu se connecter à leur réseau. Les policiers ont insisté sur les horaires, sur les recoupements, sur les éléments qui rendaient cette explication impossible. Léa a fini par craquer la première. Sous la pression, elle a reconnu qu'elle avait participé, mais elle a essayé de minimiser son rôle. Elle affirmait qu'elle avait agi pour protéger sa sœur, qu'elle croyait réellement que je n'étais pas honnête, qu'elle avait voulu vérifier. La vérité est sortie morceau par morceau. Léa avait récupéré des phrases de mes anciens messages vus sur le téléphone d'Emma, les avait recopiés, adaptés, remodelés pour que cela ressemble à ma façon de parler. Elle avait créé un faux compte, pris une de mes photos de profil, et avait commencé à écrire à Julie en se faisant passer pour moi.
Devant l'absence totale de réponse sérieuse de Julie, elle avait commencé à fabriquer des captures en inventant des morceaux. Quand Emma a commencé à douter, elle avait envoyé ses fausses preuves en prétendant être une dame bienveillante qui voulait lui montrer la réalité. Le plus violent, ce n'était pas seulement ce qu'elle avait fait, c'était la réaction de la famille une fois le piège découvert. Au lieu de se tourner contre Léa, ils l'ont utilisé pour se protéger eux-mêmes. Sa mère a tout de suite cherché à recadrer l'histoire. Elle expliquait que Léa avait agi sous l'influence de la peur, qu'elle avait vu des signaux rouges dans mon comportement, qu'elle avait voulu aider. Elle refusait de reconnaître que, pendant des semaines, elle avait entretenu la haine autour de mon nom en sachant que les choses n'étaient pas claires. Son père a déclaré que, même si les preuves étaient fausses, au fond, j'aurais de toute façon fini par décevoir leur fille. Il transformait un mensonge en intuition justifiée. Emma, elle, s'est retrouvée coincée entre ce qu'elle avait ressenti et ce qui apparaissait maintenant. Elle avait réellement souffert en voyant ces preuves truquées. Elle avait réellement cru à mon infidélité. Elle avait réellement ressenti la trahison. Mais cette souffrance était construite sur une manipulation familiale. Quand les policiers lui ont expliqué que les messages venaient de chez elle, que sa propre sœur avait monté ce scénario, elle a d'abord refusé de l'admettre. Son cerveau bloquait. Elle disait qu'elle ne comprenait pas pourquoi Léa aurait fait ça. Quand tout a été officiellement consigné, la police m'a convoqué à mon tour pour me confirmer la fraude. Ils avaient une reconnaissance partielle de la sœur, des éléments techniques, des aveux fragmentés. Officiellement, j'étais innocent de l'accusation d'infidélité. Officiellement, j'avais été victime d'une fabrication. Officiellement, il y avait une plainte possible pour usurpation d'identité et diffamation. Sur le papier, mon nom était lavé. Dans la réalité, les dégâts étaient déjà faits. Je n'ai pas ressenti de soulagement. J'ai ressenti surtout une fatigue épaisse. J'avais passé des semaines à me battre contre une image qui n'était pas la mienne, pour finir avec un constat sec, ceux qui disaient m'aimer avaient été prêts à croire une construction grossière plutôt que de me poser une seule vraie question. Emma n'était pas la seule responsable, mais elle avait refusé de me laisser le moindre espace pour me défendre. Elle avait choisi le tribunal public plutôt que la conversation en face à face. Un rendez-vous a été organisé entre nos familles pour faire le point. Ce n'était pas mon idée, mais celle de ma mère, qui voulait au moins mettre les faits sur la table. Tout le monde s'est retrouvé dans le salon de mes parents. L'ambiance était lourde. Emma était assise en face de moi, plus maigre, les traits tirés. Sa mère gardait le menton haut, son père se tenait en retrait, Léa évitait mon regard. Mon père observait le groupe avec un mélange de colère et de dégoût. Les faits ont été rappelés, sans dialogue, sans effet. Les policiers avaient déjà tout posé. Ici, il ne restait que la conséquence humaine. Ma mère a parlé de la honte qu'elle avait ressentie en voyant son fils accusé publiquement pour des choses qu'il n'avait jamais faites. Mon père a évoqué le regard des autres, les remarques au travail, le silence de certains proches qui avaient cru à l'histoire sans jamais vérifier. De l'autre côté, la famille d'Emma ne s'est pas excusée vraiment. Ils ont parlé de malentendus, de confusion, de peur. Ils ont balayé la gravité des actes en parlant de jeunesse de Léa, de sensibilité d'Emma, de pression du mariage. Emma a fini par dire, d'une voix tremblante, qu'elle avait eu tort de me condamner si vite, qu'elle n'aurait pas dû exposer notre histoire comme ça, qu'elle se sentait détruite par ce qu'elle venait d'apprendre sur sa propre famille. Elle a reconnu qu'elle m'avait blessé autant qu'elle s'était blessée elle-même. Elle a dit qu'elle ne savait plus qui croire ni qui protéger. À ce moment-là, sa mère a changé d'attitude. Elle a commencé à regarder Emma comme une ennemie. Chez eux, la règle était simple, la famille passe avant tout. Les décisions se prennent en bloc. On protège l'image, pas la vérité. Dès qu'Emma a commencé à admettre publiquement qu'elle m'avait accusé à tort, qu'elle avait été manipulée, sa mère l'a vue comme une menace. Pour cette femme, le vrai scandale n'était plus le mensonge, mais le fait qu'Emma le reconnaisse et brise la façade. La divergence a pris forme sous nos yeux. Emma, pour la première fois, se plaçait en dehors du script familial. Les semaines qui ont suivi ont été encore plus violentes pour elle que pour moi. Chez eux, au lieu de faire bloc autour de la sœur manipulatrice, ils ont cherché un bouc émissaire plus pratique. Léa était officiellement fragile, donc intouchable. Les parents se sont retournés contre Emma. Ils lui ont reproché d'avoir donné trop d'importance à cette histoire, d'avoir traîné leur nom dans les bureaux de police, d'avoir fait entrer des étrangers dans les affaires familiales. Ils lui ont affirmé qu'une fille loyale aurait réglé ça en interne, sans exposer sa sœur, sans reconnaître devant tout le monde que la famille avait monté un mensonge. Emma a essayé de résister.
Elle a refusé de réécrire les faits. Elle a commencé à prendre de la distance avec eux, à parler avec des gens en dehors du cercle, à poser des mots sur ce qu'elle avait vécu. Elle a tenté de me recontacter, non pas pour reprendre notre relation, mais pour me présenter des excuses plus claires. Je l'ai écoutée une fois. J'ai entendu sa souffrance, son choc, sa colère contre les siens. Mais je ne pouvais pas effacer la scène du restaurant, les regards, les phrases, l'humiliation. Je lui ai dit que ma confiance était morte le soir où elle avait choisi de me crucifier en public plutôt que de me regarder en face. Elle a compris. Elle n'a pas insisté. C'est à ce moment-là que sa famille a franchi la dernière ligne. Sa mère lui a annoncé qu'elle n'était plus la bienvenue à la maison tant qu'elle cautionnerait la version d'Alex. Son père a cessé de répondre à ses appels. Léa faisait comme si elle n'existait plus. Les repas de famille se faisaient sans elle. Les grandes décisions se prenaient sans l'informer. Elle a compris qu'ils avaient décidé de la renier, de la mettre dehors symboliquement pour préserver leur image et leur récit. À leurs yeux, elle était devenue la traîtresse qui avait brisé le mur du mensonge pour donner raison à l'homme qu'ils avaient déjà condamné. Je regardais tout cela de loin, avec un mélange de satisfaction froide et de malaise. D'un côté, je voyais la justice implacable de la situation, celle qui m'avait accusé à tort, qui avait lancé tout le monde contre moi, était maintenant rejetée par les siens pour avoir reconnu la vérité. De l'autre, je voyais une femme perdue, élevée dans un système toxique, utilisée comme arme contre moi, puis jetée dès qu'elle cessait de servir le récit familial. Je n'arrivais pas à me réjouir. C'était trop sale. Aujourd'hui, mon nom est officiellement lavé. Ceux qui comptaient vraiment dans ma vie savent la vérité. Certains amis sont revenus vers moi, honteux d'avoir cru la première version. D'autres se sont éclipsés pour de bon, incapables d'assumer leurs faiblesses. Au travail, l'affaire s'est tassée. Julie a reconstruit son couple avec difficulté, mais elle a préféré changer de service pour ne plus être liée à cette histoire. Moi, j'avance avec un trou à la place du mariage que j'avais prévu. Emma vit de son côté, coupée de sa famille, ou presque. Une cousine m'a dit qu'elle avait déménagé, qu'elle avait trouvé un petit appartement, qu'elle voyait une thérapeute pour comprendre comment elle avait pu se laisser emmener aussi loin dans ce délire collectif. Sa mère continue de raconter que tout cela est exagéré, que la police n'a rien compris, que la vraie victime, c'est la famille. Son père suit le mouvement, par habitude, par peur, par lâcheté. Léa continue sa vie en jouant la fille parfaite, protégée par le silence des adultes. Je ne suis plus avec Emma, je ne veux plus de lien amoureux avec elle, mais je sais que toute cette histoire l'a brisée autant qu'elle m'a brisé. La différence, c'est que moi, ma famille m'a gardé. Eux, ils ont préféré sacrifier leur propre fille plutôt que de reconnaître qu'ils avaient encouragé, couvert ou exploité un mensonge. Ils ont choisi l'image plutôt que le sang. Ma fiancée m'a accusé à tort d'infidélité. Quand la vérité est sortie, c'est sa propre famille qui l'a reniée. Moi, je me suis retrouvé libre mais abîmé, forcé de reconstruire sans mariage, sans fiancée, avec une confiance abattue. Elle se retrouve seule face à un vide double, un homme qu'elle a perdu pour de faux et une famille qui l'a rejetée parce qu'elle a fini par dire la vérité. Et au milieu de tout ça, il ne reste aucun vainqueur, seulement des morceaux humains que personne ne prend vraiment la peine de ramasser. Pour des histoires encore plus captivantes, essayez Audible gratuitement pendant 1 mois. Lien en description.